Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, tu es un jeune écrivain, et pourtant, ça fait déjà près de 20 ans que tu écris. Tu es un reporter d'idées, un philosophe en acte. Tu vois la vie comme une suite d'expériences qui te permettent justement de philosopher concrètement dans tes écrits. Tu as un parcours incroyablement varié, de prof de philo à chargé d'affaires en banque internationale, de doublure de Ted Kennedy aux côtés de Nathalie Portman, à plume pour Christine Lagarde, jusqu'à Montaigne moderne à cheval entre la France et l'Italie. Tu as créé le think tank Génération Libre. Tu es le seul philosophe à t'être lancé dans une aventure de candidature présidentielle depuis la Ve République en 1958. C'est pas rien. Alors, tu connais le principe de l'émission. On va reprendre justement un petit peu toutes ces étapes-là de ton parcours et puis on va regarder tes émotions, tes ressentis. On va essayer de comprendre ce qui vient t'aider à prendre tes décisions, à avancer, parfois de manière parallèle sur plusieurs sujets. On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ta vie. On va reprendre ton parcours aussi en images. Et eh bien, on va commencer par le début. Tu es né à Paris. Tu as 40 ans. D'ailleurs, je crois que c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Bon anniversaire. Comme dit Montaigne, j'entre dans les allées sombres de la vieillesse. Il n'était pas très optimiste. Ah oui, d'accord. C'est une manière de voir. Alors, est-ce que tu es né dans les livres ? Mes parents baignaient dans les livres et il y avait toujours chez moi plein de livres qui s'entassaient, des piles de livres. Mon père travaillait au magazine littéraire et donc il en recevait constamment. Et ça faisait partie de l'environnement normal, en fait, de lire, d'en discuter. Donc, j'ai toujours lu et j'ai rapidement écrit. Voilà. Et donc, tu étudies donc, beaucoup de livres. Ensuite, tu rentres au lycée Henri IV, puis à l'École normale supérieure de Lyon. Tu es major à l'ENS dans la série Sciences humaines. Et quand tu es étudiant, l'année 2004 marque un tournant, puisque tu écris ton premier roman. Octave avait 20 ans. Alors que toi, tu en avais 22, hein, donc c'était... On n'était pas très loin. Pas très loin, 21-22. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce premier roman ? En entrant à Normal, on ne fait plus rien, c'est très agréable. On a en fait 4 ans de vacances quasiment, hormis l'année d'agrég. Et ça permet de faire d'autres choses. Et parmi ces choses que j'avais toujours eu envie de faire et que je n'avais jamais faites, il y avait lire La Recherche du temps perdu. Et en lisant La Recherche du temps perdu, j'ai trouvé ce personnage très secondaire qui s'appelle Octave. Ouais. Qui apparaît au début de la recherche dans La L'ombre des jeunes filles en fleurs et à la toute fin dans Le temps retrouvé. Et au début, c'est un jeune gandin, fils à papa, qui s'amuse sur la plage et qui claque le fric de ses parents et qui n'a aucun intérêt. Et puis à la toute fin du livre, on le retrouve dramaturge de génie. Et alors que Proust explique absolument tous ces personnages dans les moindres détails, on n'a aucune explication sur l'évolution d'Octave. Et ça m'a intrigué. Et je me suis dit, pour résoudre ça, on n'a qu'à compléter le travail, en fait. Oui, donc tu as réinventé la vie d'Octave. Et donc, j'ai repris Octave de nos jours, à 20 ans, donc. Et j'ai essayé de construire un personnage qui soit assez riche pour expliquer son évolution future. Et donc, ce livre, il remporte une très bonne critique. Il est même présélectionné pour le Goncourt. Il remporte un prix. Et en 2004, alors, tu continues, et tu deviens agrégé de philo et tu enseignes à l'université Lille 3. Ça t'a plu d'être prof de philo ? Alors, pas du tout. Ah bon ? C'est possiblement la pire expérience professionnelle de mon existence et je n'avais qu'une seule obsession, c'était d'en sortir. Alors, pas tellement sur l'enseignement lui-même, et je continue régulièrement à donner des cours aussi ou là, et moi, c'était la vie que je voulais, être prof. Mais les conditions d'enseignement dans l'université française sont décourageantes, démotivantes, pour tout le monde, hein, pour les étudiants comme pour les profs. Et donc... qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que font mes copains de promo ? Soit ils se cassent, soit ils prennent une routine et ils deviennent les profs TGV qui font leurs conférences et qui donnent leurs cours 1 ou 2 fois par semaine en tongs. Mais c'est très compliqué dans le contexte institutionnel et de gouvernance de l'université aujourd'hui de s'y épanouir, en tout cas dans les sciences humaines. Alors c'est un triste constat sur l'enseignement dans notre pays. Alors une porte s'ouvre et là tu deviens... plume de Christine Lagarde. Comment on devient plume de Christine Lagarde ? Par hasard. Hein, d'ailleurs, les plumes en cabinet ont souvent ce profil-là, finalement. C'est depuis Pompidou, normalien sachant écrire. Et d'ailleurs, j'ai été recruté quand Christine Lagarde était ministre de l'Agriculture, dans les 3 premières semaines du gouvernement Sarkozy. Alors moi, à l'époque, j'étais absolument pas politisé.
Je regardais absolument pas les infos. Je n'avais aucune notion d'économie. Mais effectivement, je savais écrire. Et d'ailleurs, Christine Lagarde avait mis à l'épreuve les candidats. Donc, j'avais été, via mon roman, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui avait dit « Émilie, cherche une plume ». Enfin, c'est tout à fait hasardeux. Et Christine Lagarde nous avait donné un exercice. La veille au soir, on devait écrire 2 discours. Une remise de la Légion d'honneur à un moutardier introuvable sur Google et l'inauguration de la foire de Châlons-en-Champagne. Et il fallait les rendre pour le lendemain matin. Donc on avait la nuit. Et ça, c'est les conditions de travail en cabinet. Effectivement, on ne sait rien et on n'a pas le temps et il faut quand même produire. Et la rumeur veut que j'ai obtenu mon embauche sur ce proverbe italien, un baiser sans moustache est comme un steak sans moutarde. Alors, il me faut une explication. C'est un moutardier. Ah. Donc, d'ailleurs, la moustache, je me la suis laissée pousser plus tard lors de mon voyage à cheval. D'accord, tu avais placé ça dans le discours. Oui. Ah oui, c'est presque un challenge. Voilà. Un challenge. Et enfin, en tout cas, après, on s'est, je pense, très bien entendu. Et Christine Lagarde est quelqu'un qui aime bien justement les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, quand ça passait le barrage terrible du directeur de cabinet, on est arrivé à dire des choses. Donc pendant 2 ans, tu es plume de Christine Lagarde. Et ensuite, tu rejoins la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres. Tu t'éloignes des livres et de la philo, donc tu te rapproches là encore plus de l'économie. Qu'est-ce que tu allais chercher dans cette expérience ? Je ne sais pas bien. En fait, je voulais aller à Londres pour des raisons familiales, parce que ma femme vivait à Londres, qu'elle travaillait à Londres et qu'on venait d'avoir un enfant, et que donc il était tout à fait normal d'aller rejoindre cette famille naissante. Et d'ailleurs, le job que je voulais, c'était celui au journaliste pour The Economist, que je n'ai pas eu, puisque le directeur de The Economist m'a expliqué que ce n'était pas un stage de formation linguistique, The Economist. Oui. Et que donc, je repasserai quand je parlerai un anglais correct. Et donc, je cherchais quelque chose à Londres et j'ai trouvé ça, et c'est un peu dans mon parcours une sorte d'apax, parce que c'est vrai que j'ai depuis jamais été salarié, évidemment, j'avais travaillé dans une banque. Alors, c'est une banque, ce qui est intéressant et ce qui m'a quand même convaincu, c'est que c'est une banque publique. C'est un peu la Banque mondiale pour les pays de l'Est. Et c'est une banque que Jacques Attali avait fondée avec Mitterrand sur l'idée de rapprocher les pays que la banque finance de la démocratie et de l'économie de marché. C'est un peu le rêve Fukuyama des années 90. La fin de l'histoire. Et en ce sens, il y a un projet quand même philosophique dans cette institution. Et le rôle que j'ai eu là-bas pendant 2 ans, donc sur 3, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, ça m'a fait explorer beaucoup de choses. J'ai toujours continué à écrire en parallèle, mais ça c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais renoncé sous aucun prétexte. La première année, j'étais sur les relations avec l'Union européenne, donc j'ai pas mal été à Bruxelles et j'ai compris comment fonctionnaient un petit peu, en tout cas, ces institutions-là. Et puis les 2 années suivantes, c'était sur l'expansion de la banque aux pays du monde arabe, aux pays du nord-africain suite au printemps arabe. Et donc on allait dans ces nouveaux pays, entre guillemets, qui étaient notamment la Tunisie, pour offrir les services de la banque et puis aider à la transition. Donc c'était quand même assez intéressant sur le plan intellectuel, géopolitique. Enfin, c'est quand même des grosses bureaucraties, in fine. Donc, quand j'ai vu que mon 30e anniversaire approchait, j'ai dit « OK, maintenant, il faut faire quelque chose par moi-même ». Et c'est à ce moment-là que tu démissionnes en 2013, après avoir créé en juin 2012, fait une campagne en fait, dans la 3e circonscription des Français de l'étranger, Europe Nord, sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. Donc au premier tour, tu termines en 6e position avec 4,4% des voix, c'est déjà beaucoup. Assez pour se faire rembourser. Assez pour se faire rembourser. Juste après, tu crées le think tank Génération Libre. Alors qu'est-ce que c'est Génération Libre ? Génération Libre, c'était justement après cette campagne, qui était donc fondée sur un programme libéral au sens économique, mais aussi politique du terme, et sociétal. J'ai vu que ces idées, elles étaient importantes, qu'elles étaient totalement sous-représentées dans le débat français, et que la politique n'était pas forcément le meilleur moyen d'action, et que donc un think tank était une sorte de start-up intellectuelle qui permettait de combiner une sorte de désir d'action, parce que c'est un think tank qui est là pour faire du lobbying, de politique publique, et puis évidemment une réflexion, et une réflexion qui n'est pas une réflexion solitaire, contrairement au mythe de l'intellectuel français qui est seul dans sa tour et qui refait le monde. Ce qui est intéressant dans un think tank, c'est qu'il y a un conseil scientifique, il y a des plumes extérieures qui rédigent les rapports, et donc il faut constamment être en interaction avec eux, discuter, et ça m'a aussi permis, et puis rentrer ensuite dans le concret des idées.
pour voir comment elle s'applique ou non, et ça rétroagit sur les grands principes. Donc c'est vraiment une manière de mêler des principes et des doctrines de philosophie politique avec la réalité socio-économique, juridique du pays. Alors, j'aime beaucoup un start-up intellectuel, je trouve ça vraiment très Je savais que ça allait sympathique. te plaire. Donc en parallèle, tu es reporter d'idées pour Le Point, tu pars dans une quinzaine de pays. Qu'est-ce que tu vas chercher en faisant ces reportages-là? Un peu la même chose, en fait. C'est toujours confronter les idées à la pratique. Et ça, depuis 10 ans, c'est ce que je fais. Mais quelque part, depuis toujours, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me rappelle que quand j'ai commencé à enseigner la philo, je me suis dit, mais comment c'est possible de philosopher ou théoriser sur des sujets qu'au fond, qui restent très abstraits pour moi. Et donc j'ai toujours voulu aller là où ça se passe, y compris donc, en travaillant pour les institutions que tu as citées. Et Donc, tu vas voir la démocratie directe en Suisse. Voilà, et les reportages d'idées, ensuite, c'était expérimenter des idées auxquelles je croyais, sur le terrain, là où elles sont réalisées par les gens. Donc la démocratie directe en Suisse, le système pénitentiaire finlandais, le microcrédit au Pérou, la légalisation des drogues au Colorado, les entrepreneurs au Rwanda, les dissidents en Chine. Voilà, donc j'ai fait du reportage de terrain, ce que Foucault appelait le reportage d'idées. Et puis, évidemment, c'est aussi des aventures, parce que il faut tout créer, un carnet d'adresses, des contacts. Quand on arrive au Pérou, il faut vraiment aller explorer. Voilà, et puis des fois, c'était jamais du reportage, disons, risqué ou de guerre, mais enfin, c'était parfois quand même dans des zones compliquées, donc c'était aussi une autre vie. Et tout ça m'a permis de faire évoluer ma doctrine et d'essayer de lui conserver un cadre cohérent. Et donc, tu pousses le concept encore plus loin, puisqu'en 2020, tu t'embarques dans un grand voyage d'idées, justement, Stéphanie. Oui, en juin 2020, vous vous lancez sur les traces de Montaigne, qui avait en 1580 relié Bordeaux à Rome à cheval, guidé alors par l'idée que rien de noble ne se fait sans hasard. Avec votre jument nommé Destinata, vous parcourez 2500 km en 5 mois, en passant par le Périgord, la Champagne, la Bavière ou encore la Toscane. Dépassant à chaque fois votre peur du vertige en montagne. L'occasion de renouer avec certains thèmes chers à Montaigne, comme la relation entre l'homme et l'animal, l'art du dépouillement ou encore la diversité des cultures. Et ce périple, vous le racontez dans un livre intitulé « Notre vagabonde liberté » qui sera publié 1 an plus tard. Tu y pensais depuis longtemps? Non, pas du tout, mais c'est précisément en sortant de mon voyage sur l'intelligence artificielle où j'avais fait un long tour du monde pour interroger les chercheurs, investisseurs, entrepreneurs, activistes, etc. autour de cette nouvelle technologie que je me suis dit que j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas planifiable, qui laisse toute sa part au hasard et qui est vraiment fondé sur, j'allais presque dire, la fraternité humaine, parce que quand on est à cheval... dans la campagne, on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose, ne serait-ce que pour trouver un gîte le soir, un prêt pour la jument, du grain et puis un canapé pour soi-même. Tu savais monter à cheval avant de partir ou... Alors, je savais monter à cheval, mais en fait, j'ai dû désapprendre parce que je montais à cheval, disons, en manège quand j'étais adolescent. Mais pour faire ce genre de périple, il faut monter reine longue, là on le voit, à la voie quasiment. Et il faut surtout savoir s'occuper de son cheval. Donc j'ai appris à faire de la maréchalerie pour changer les fers, de la bourrellerie pour recoudre les rênes, des soins vétos pour faire des piqûres intramusculaires, la cartographie, choisir le matériel aussi. Et l'idée, c'était vraiment de, comme on le disait, que rien de noble ne se fait sans hasard, donc de laisser la place à l'aléa. Et le voyage à cheval réintroduit de l'aventure tout près de chez soi, parce que rien n'est fait pour le cheval dans notre société. Et donc, il fait un peu dérailler toutes nos habitudes et il permet aux gens de s'ouvrir complètement. Et j'ai été reçu chez l'habitant tout au long de mon voyage. J'ai rarement dormi dans ma tente. Et c'est une expérience de la solidarité humaine, de ce que David Graeber appelle le communisme de tous les jours, du fait que quand il y a un être humain dans le besoin, globalement, on va l'aider, qui m'a rendu très optimiste. Tout l'inverse en fait du voyage sur l'intelligence artificielle qui m'a quand même un peu effrayé. Et là, j'en suis ressorti très confiant en fait dans l'humanité que j'ai rencontrée, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie. Moins en Italie d'ailleurs. C'est ce voyage, justement, à cheval, qui t'a donné envie de te lancer en politique.
Stéphanie va nous raconter l'histoire. Oui, en 2021, vous lancez votre mouvement baptisé Simple, votre cheval de bataille. Cette fois, c'est la simplification des lois et la fin de l'oppression bureaucratique. Le 8 janvier 2022, 3 mois avant l'élection présidentielle, vous annoncez votre candidature. Au cœur de votre programme, la lutte contre l'excès de normes. Vous voulez les diviser par 100. Vous voulez aussi redonner du pouvoir aux communes, effacer 50 milliards d'impôts et 50 milliards d'euros d'aide publique. Au soir du 4 mars, vous obtenez 107 parrainages sur les 500 nécessaires. Vous jetez l'éponge et retirez de fait votre candidature. Moins de normes, c'est ça, être libéral? Alors d'abord, ce n'est pas de normes, c'est des normes qui sont au bon niveau. D'ailleurs, Montaigne disait lui-même, les lois les plus justes sont les lois les plus simples. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti du voyage à cheval, parce que c'est ce que j'entendais beaucoup chez les Français, le soir, au coin du feu, si je puis dire. Ce n'est pas une question que posent les sondeurs, ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup les politiques, mais c'est quelque chose qui étouffe les gens. Et ce, à travers toutes les catégories socio-professionnelles. Et je ne pense pas que ce soit une question de paperasse, je ne pense pas que ce soit une question... Il faut avoir, disons, un certain courage pour aborder ce thème, parce que tout de suite, on est pris pour un poujadiste bas de gamme. Alors que je pense que c'est une question de liberté fondamentale. Le même David Graeber que je citais a écrit un livre il s'appelle « L'Empire des règles », où il dénonce la bureaucratisation de nos existences à l'époque moderne. Et ça vient tout autant du secteur public que du secteur privé. Ce n'est pas une bataille contre l'administration, c'est une bataille contre ce rapport de pouvoir, au fond, du centre à la périphérie, qui gouverne par injonction et par une norme millimétrée, qui ne fait pas confiance à l'individu ou à la commune ou à l'entreprise, bref, au plus petit échelon, et qui essaye de guider son comportement pour, évidemment, son propre bien. C'est la société du nudge. Et le management par le contrôle, en fait. C'est-à-dire, oui, au lieu de laisser une forme d'inspiration, de vision, et même de simplement amener du leadership, parce qu'il en faut souvent, ça va être une volonté de contrôle millimétré de différentes choses, au lieu de laisser le bon sens en action sur le terrain. Et voilà, et ça s'applique parfaitement à l'entreprise. Et l'idée, c'est d'arriver à une norme responsabilisante, c'est-à-dire qu'au sein d'un périmètre, on crée institutionnellement les conditions pour que les gens sur le terrain adaptent cette norme à leur réalité et se concertent entre eux pour en faire l'usage le plus intelligent. Et ça paraît abstrait, mais ensuite on l'a décliné. Donc il y a la question normative proprement dite qui est, bon, il y a 500 000 normes en France, comment on fait pour... 500 000. Voilà, comment on fait pour... Et puis chaque norme, c'est un texte entier. Comment on fait pour détricoter tout ça? Et je ne suis pas le premier, évidemment, à aborder le thème. Le Conseil d'État fait un rapport tous les 5 ans en disant c'est plus possible. C'est en train de démonter l'état de droit. Ça crée des injustices très fortes, puisqu'évidemment, c'est ceux qui sont insiders au centre du système qui savent soit s'en accommoder, soit même en tirer profit. Et c'est ceux qui sont, ceux que j'ai rencontrés en France, qui sont loin des centres de pouvoir et d'information, qui subissent le mur normatif dans la figure et qui, au fond, prennent la tangente et qui vivent dans les interstices du système, qui, du coup, contestent un État qu'ils considèrent abusif et qui finissent, évidemment, par voter pour ceux qui veulent le mettre à bas ou le renverser d'une manière ou d'une autre. Enfin, les choses sont assez... Sur la question de l'état de droit, c'est une question fondamentale. Mais à partir de là, on peut tirer toutes sortes de choses sur toutes les politiques publiques. Par rapport aux aides sociales, passer à un revenu universel, on ne pose pas de questions, on donne de manière inconditionnelle de quoi vivre et survivre dans une société. Sur le plan de l'organisation du territoire, ça génère des politiques telles que l'autonomie locale, le fait de la subsidiarité ascendante, le fait de donner au plus petit échelon le pouvoir de choisir ses compétences et de lui donner les responsabilités afférentes. Sur le plan même de l'entreprise ou de la pratique de l'entreprise, ça plaide évidemment pour laisser beaucoup plus d'autonomie à la personne qui est au front, en face du client, au bout de la ligne. Donc ça se décline un peu sur tous les domaines et la simplicité même de manière encore plus générale est un très beau thème. C'est aussi dans le prolongement du dépouillement que tu évoquais par rapport à Montaigne. Comment vivre simplement, comment simplifier y compris les concepts philosophiques. Comment, en tant que société, réapprendre à se regarder les yeux dans les yeux. Et donc, pour l'instant, tu as retrouvé, en tout cas, ton bonheur dans l'écriture.
Tu as même aussi d'ailleurs consigné, on va dire, toute ton expérience de ce passage-là dans ton dernier livre qui s'appelle Contraint, qui relate donc justement l'expérience de l'aventure de la candidature présidentielle. Tu es chroniqueur hebdomadaire dans Les Échos. Tu as animé en novembre une série de conférences, les Lundis de la Liberté, au MK2 Bibliothèque. Donc, tu es un peu partout dans notre société, de ce fait. Et tu es assez inclassable. Est-ce que c'est ça, pour toi, l'influence? Est-ce que c'est comme ça que tu as de l'influence sur... Honnêtement, j'ai un peu renoncé à l'influence au niveau politique. C'est-à-dire ce que j'ai essayé de faire depuis 10 ans à travers le think tank et à travers le parti. J'ai tendance à penser aujourd'hui, et je suis désolé si ce n'est pas très optimiste, qu'on a atteint dans notre organisation, dans l'organisation de l'État, un tel point de saturation technocratique qu'il est très difficile, voire impossible, de réformer ce système de l'intérieur, même pour ceux qui auraient la meilleure volonté du monde. Et que, comme le dit encore une fois Graeber, à ce point-là, il n'y a que les barbares qui peuvent mettre à bas l'édifice pour reconstruire quelque chose. Justement, oui. Sur ce sujet-là, et sur cet optimisme, ou ce progrès qu'on espère avoir, on a une question pour toi d'un invité surprise. Une question toute simple, cher Gaspard. Crois-tu, au fond, que notre société est en train de progresser, qu'elle continue d'aller vers le progrès? Alors la question s'adresse aux philosophes, davantage qu'à l'ingénieur, bien sûr, mais le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, notre société, à tout point de vue, s'il faut faire une balance totale, continue-t-elle de progresser ou, d'une certaine manière, dirais-tu que c'était mieux avant? Je pense que le progrès, il est fait d'expérimentation, d'erreurs et ensuite de transformation. Pour le moment, je dirais qu'on est dans la phase d'erreur, mais ça participe du mouvement du progrès. Et je prendrai comme exemple la pédale qui, dans les WC de la SNCF, permet d'actionner l'eau du robinet. Pendant 10 ans, il y a eu des capteurs. Et donc, tu es là avec tes mains, tu essayes d'avoir de l'eau quand elles sont pleines de savon, et tu fais plein de signes de vaudou, et tu es d'accord avec moi que ça ne marche jamais. Et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui a compris que cette innovation technologique, le capteur, était en fait une régression, un problème. Et donc, il y a un génie qui a réintroduit la pédale. Et là, on est tous contents, ça marche beaucoup mieux, on économise l'eau, en plus c'est mécanique, il n'y a pas de data là-dedans. Et donc, c'est normal qu'on ait des périodes d'erreur. Ça participe de notre marche en avant. De toute façon, on ne peut pas tellement marcher en arrière. Mais en termes de liberté, on est clairement dans une phase de régression sur tous les plans. Je pense que l'humanité est tellement désireuse de ça qu'elle se réinvente et qu'on va finir par se transformer. Mais je ne vois pas très bien, pour le moment, quel chemin ça va prendre. Alors, tu aimes bien les expériences. On va voir une petite image d'une expérience un petit peu comme ça, parachutée au milieu de ta vie, qui est lorsque tu as joué le rôle de Ted Kennedy dans le film de Jackie avec Nathalie Portman. Donc on va voir deux photos, une avant, une avant, une après, j'ai envie de dire, mais disons une du vrai Ted Kennedy et une de Gaspard Koenig. La ressemblance est frappante. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant un tournage comme ça dans Washington, voir Nathalie Portman? Alors en fait, on apprend l'ennui. On apprend qu'un acteur, sur un tournage, il se lève à 5h du matin, il passe 3 heures dans le camion de maquillage en se gelant parce qu'on est à côté du cimetière, machin truc, où ça doit être tourné, et en essayant de me mettre des lentilles bleues dans les yeux, ce que j'avais absolument pas à faire. Donc il y avait toutes les maquilleuses qui arrivaient et qui essayaient de me les enfourner les unes après les autres. Donc après, je pleurais, ce qui était très bien, puisque c'était ce que j'étais censé faire, parce que je suivais un cercueil toute la journée. Et après, surtout, quand on a un rôle comme le mien qui s'appelle silhouette, c'est-à-dire c'est un rôle de figurant identifié, on répète 127 fois le même pas parce qu'il y a une voiture qu'il faut la refaire, qu'il faut changer les caméras de sens et tout ça. Et donc, bon, évidemment, c'est une expérience unique, mais en même temps, on comprend, et je l'entends aujourd'hui de la bouche des acteurs, et je comprends mieux ce qu'ils disent, que c'est extrêmement long et lent de faire du cinéma, et que c'est tout l'inverse du théâtre, en fait. Et donc pour conclure sur l'écriture, puisque aujourd'hui tu es retourné dans l'écriture, tu veux nous dévoiler le sujet de ton prochain roman? Mon prochain roman tourne autour des vers de terre. Voilà. Les vers de terre, donc les vers de terre, c'est plus les chevaux. Passionnant de plein de manières. De plein de manières. D'abord par le rôle qu'ils jouent dans nos écosystèmes, par leur volume. C'est aujourd'hui la plus grosse biomasse animale au monde, ce qui pèse le plus lourd. Dans une terre qui n'est pas exploitée ou cultivée de manière intensive,
tu as sur 1 hectare 2 ou 3 tonnes de vers de terre qui produisent 300 tonnes de terre par an. En fait, quand on marche sur le sol, on marche sur du caca de vers de terre. Mais le ver de terre a aussi une sexualité très intéressante, qui pour un romancier, j'espère, va donner des scènes absolument palpitantes, d'autant que la reproduction du lombric est une reproduction longue. Ça prend 20 minutes, c'est très sensuel, ils se tournent autour, et ils sont hermaphrodites. Et alors donc j'ai J'espère que ça la donne envie question de lire le inattendue, livre. et oui, la question inattendue du coup sur ce sujet-là. Oui. Chiche ou pas chiche, je te donne un titre pour justement ton prochain livre. Ah, merci. Oui. Et si tu le prends, Oui. tu me mettras dans les remerciements. Chiche. Chiche. J'ai Le toujours vers beaucoup de mal. libre. Ouais, il faut en parler à mon éditeur. Là. Le vers libre. Tu parles de liberté, tu parles de vers de terre. Moi, je pense que Oui. c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Oui, mais en plus, ça peut être le vers, Eh oui. du poète. Le vers du poète, Il exactement. faudrait que j'écrive en alexandrin, alors. Ah ben voilà, Bon, exactement. ok. Mais alors, Bon, c'est un bon il va défi. falloir reprendre l'écriture un petit Ouais. peu. Merci beaucoup, Gaspard. Merci, Fred.